Marie Vaillant est la cofondatrice de Yemanja. Quoi Yemanja, comme la déesse protectrice de la mère, de la famille et de la fertilité. Bon, ce qui est surprenant, c'est qu'on parle ici d'une entreprise qui aménage vos bureaux en fonction de votre culture d'entreprise. Pour Marie, le lien avec la déesse est évident. Elle incarne la générosité, l'empathie et la confiance, des valeurs au cœur de son entreprise. Alors dans cet épisode, elle nous raconte la culture d'entreprise de Yemanja et nous partage sa vision du rôle joué par les bureaux dans l'entreprise. Je suis Grace Leplat et avec Culture d'entreprise, je vous emmène à la rencontre des leaders engagés, des managers éclairés qui placent l'humain au cœur de leur stratégie et transforment le monde du travail. Bienvenue sur Culture d'entreprise, un podcast proposé par Natif. Bonjour Marie. Bonjour Grace. Marie, tu es la cofondatrice de Yemanja, une entreprise qui conçoit des aménagements de bureaux personnalisés en lien avec la culture d'entreprise. Alors, dans cet épisode, on va parler de la culture d'entreprise de Yemanja, de vos bureaux, forcément. Mais pour commencer, Marie, est-ce que tu peux nous expliquer quel rôle jouent les bureaux dans l'expression de la culture d'entreprise, ou autrement dit, pourquoi aménager ces bureaux, quoi ? Alors, avec plaisir, parce qu'effectivement, chez Yemanja, on va considérer qu'un projet d'aménagement de bureau, c'est un projet humain avant d'être un projet technique ou artistique. Et on pense que le retour sur investissement dans l'aménagement de bureau, c'est effectivement quelque chose qui touche aux ressources humaines parce que vous pouvez créer le berceau de la culture de votre entreprise. Avec un aménagement de bureau, on peut porter des messages en interne, en externe et baigner les collaborateurs dans la culture d'entreprise qu'on a envie de développer. D'accord. Et quel est l'objectif, du coup, pour une entreprise, au-delà de baigner les collaborateurs dans la culture d'entreprise ? En fait, c'est l'incarner aussi. Est-ce qu'il y a un enjeu de rétention des talents aussi ? Alors, les enjeux, ils sont différents à chaque fois, je dirais. Un projet d'aménagement de bureau, c'est toujours, ou de réaménagement, c'est toujours un investissement important. C'est toujours un projet qui porte une part de stratégie pour l'entreprise. Soit ça va pas très bien, vous réduisez un peu la voilure, vous déménagez dans plus petit et vous avez besoin de dire aux collaborateurs, c'est pas grave, c'est une nouvelle histoire, on va se faire un cocon, on est bien. Soit vous êtes une start-up ultra cool, ultra fun, et puis vous commencez à vouloir aller chercher des grands comptes, vous avez besoin d'avoir l'air un peu plus sérieux, plus établi, et donc là, à l'inverse, vous allez avoir utilisé les bureaux pour plonger et les collaborateurs et les visiteurs dans quelque chose de plus sérieux, de plus institutionnel. Ça peut être peut-être un désengagement, des collaborateurs qui se retrouvent moins dans les objectifs d'entreprise. Et le fait de pouvoir incarner la culture, comme tu as dit, ça peut recréer de l'engagement, de l'envie. Il peut y avoir aussi un enjeu je dirais, de montrer aux collaborateurs qu'on s'intéresse sincèrement à leur bien-être, faire un aménagement de bureau dans lequel vous allez investir un peu dans l'ergonomie, dans des espaces dans lesquels on va pouvoir être plus convivial, ou un espace de sieste par exemple, ou une douche, salle de sport. C'est aussi une manière de dire on prend soin de vous, et dans ce cas, oui, ça peut faire de la rétention ou un bénéfice pour la marque employeur, ou un meilleur engagement. Et l'enjeu va être différent, on va le traiter différemment pour chaque projet. C'est marrant parce qu'avec ce podcast, du coup, Culture d'entreprise, j'ai la chance de rencontrer beaucoup d'entreprises. Alors, je vais pas toujours sur place, hélas, mais parfois c'est le cas et j'ai parfois droit à des visites. C'était le cas notamment dans un épisode que j'ai fait. J'ai interviewé Mathieu Fouquet, qui est le secrétaire général de OnePoint, qui m'a fait visiter ses locaux à Paris. Et pour le coup, les locaux de OnePoint sont vraiment dans ce que tu racontes là. Ils ont vraiment été pensés pour incarner la culture d'entreprise et pour le bien-être du collaborateur. Donc, on a des espaces qui sont très variés. Par exemple, une grande salle type amphithéâtre avec une sorte de mur d'escalade au fond, des nuages au plafond, enfin vraiment des choses complètement atypiques. Est-ce que tu as des exemples un peu précis d'aménagement de bureaux selon le type de culture d'entreprise ? Oui. Déjà, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, nous, on va estimer qu'on a bien fait notre travail si effectivement notre client utilise ses bureaux en faisant visiter et en disant je vais te parler de mon entreprise, je vais te raconter notre histoire, je vais t'expliquer qui on est, viens, je te fais visiter.
Ça veut dire qu'on a bien travaillé. En fait, pour chaque projet d'aménagement de bureau, on va écrire ce qu'on appelle un univers, qui est un storytelling. Donc, on va interviewer notre client, idéalement un panel de collaborateurs, et on va en retirer des éléments qui vont nous permettre d'écrire un univers. On s'extrait un petit peu de ce qui va être les valeurs de l'entreprise ou sa charte graphique. On va vraiment s'intéresser à la personnalité de l'équipe. Et à partir de là, du coup, ben, on fait tout type d'aménagement. Si j'ai une équipe ultra pushy, comme quelque chose de dynamique, la musique forte, la couleur, ou à l'inverse, pardon, c'est un peu les clichés, mais des gens qui vont aimer le calme, quelque chose de plus zen, etc. Nous, on va respecter ça et on va aller à fond dans ce qui leur ressemble. Dans les aménagements un peu phares qui ont beaucoup fonctionné, chez Meilleurs Agents, on avait installé alors ça remonte déjà il y a un petit moment, on avait installé une paillote, donc leur espace équipe, leur cuisine pour déjeuner. On a pris le temps avec eux de vraiment faire une paillote de plage avec des feuilles de palmier et puis des balançoires. Et c'est quelque chose qui est devenu pour eux vraiment un point d'ancrage très fort. Alors après, je parle surtout de mes projets à moi sur lesquels j'ai travaillé qui vont interpeller. Chez Dataiku, c'est pareil, c'était il y a déjà maintenant un petit moment, mais on a vraiment avec eux travaillé sur quelque chose de ultra personnalisé. Ils ont une culture geek très forte. Donc toutes les salles de réunion portent des noms qui sont des jeux de mots entre la pop culture et des références geeks que je n'ai pas forcément, mais voilà, qui donnent des choses super personnalisées. Et puis aussi beaucoup de bien-être dans une salle de sieste avec des tipis, une grande salle de jeu. Donc ça, c'est des exemples intéressants. Et après, on a aussi des clients plus institutionnels, plus âgés à la fois dans leur histoire et aussi dans la moyenne d'âge des collaborateurs, pour qui on va être moins dans, je dirais, l'endroit volontairement fun et festif, mais pour qui on va faire des choses quand même. Je pense à Media One, on est 10 000 mètres carrés, avec Breteuil, dans Ah un oui. immeuble de standing. Bon, on leur a fait pour leur espace déjeuner tout un jardin d'hiver avec énormément de plantes, des matériaux assez naturels pour vraiment proposer aux collaborateurs qui font de la production audiovisuelle, qui sont ultra dynamiques, mais d'avoir vraiment un espace pour respirer. On avait aussi d'ailleurs chez eux décliné un peu l'histoire de l'audiovisuel, en tout cas des éléments marquants dans les étages pour que eux aussi puissent vraiment raconter leur métier. Voilà. C'est déjà bien, c'est C'est des plein bons d'exemples. exemples, d'accord. Tu parles notamment, enfin, tu parles là en l'occurrence d'éco-conception. Est-ce que c'est important aujourd'hui de penser les bureaux et de créer des bureaux qui soient en adéquation avec les inquiétudes ou les intérêts, disons aussi, des collaborateurs qui veulent du sens de l'écologie? Oui, alors le sens en général, oui, on pourrait en parler, et plus particulièrement sur l'écologie ou sur la responsabilité sociale et environnementale, c'est clairement aujourd'hui, en 2023, un paramètre Mm. complètement présent dans tous les projets. On pourrait même dire que désormais, quand on est, quand on est en concurrence, dans une phase de prospection, je pense qu'il y a des clients qui vont choisir le projet le plus responsable avant de choisir le projet le plus cool ou le moins cher. Et que ça devient vraiment quelque chose auquel toutes les entreprises font très attention. Ça, c'est quelque chose que vous mettez sur vos propositions, par exemple, vous dites, bah ça va consommer tant de CO2? Alors ça, j'espère bientôt. Aujourd'hui, nous, ce qu'on a fait, on est certifié Bicorp, donc ça, depuis le début de l'année, et on essaye d'améliorer notre note, et on réfléchit beaucoup à tout ça. On a une collaboratrice qui était chef de projet, qui devient, là, depuis le 1er septembre, mais ça fait déjà 6 mois qu'on réfléchit à ça, coordinatrice RSE à temps plein, justement pour qu'on progresse. Nous, on a déjà identifié pas mal de solutions, grâce aussi à des clients, parce qu'on a travaillé pour des clients super engagés. Chez Recommerce, sur du reconditionnement de mobile, c'est des gens ultra engagés. Chez Phoenix, qui va gérer du surplus alimentaire, c'est des gens très engagés. Même plus récemment, Padam Mobility, ils nous ont vraiment obligés en nous disant
On veut pas de neuf, on veut pas de choses inutiles, on veut pas de plastique. Et ça nous a obligés à progresser. Et puis maintenant, oui, on voudrait aller encore plus loin, dire aux clients, OK, bah là, on a conçu cette salle de réunion ensemble, elle correspond bien à votre besoin fonctionnel et aussi à la culture, à l'univers. Ça va consommer tant, bilan carbone tant, peut-être qu'on devrait changer les chaises. Regarde, ça serait intéressant. C'est un grand travail, hein. Ça va pas arriver demain matin, mais en tout cas, oui, on est parti pour ça. C'est très important. Et tu parlais du sens aussi? C'est quelque chose qu'on vit, nous aussi, en tant qu'entreprise chez Ninja. Et en fait, du coup, dans l'aménagement de bureau, on va dire quelque chose à ce sujet. C'est-à-dire qu'en visitant les bureaux d'une entreprise, donc si par exemple tu es un candidat ou un nouveau collaborateur, eh ben, tu vas te rendre compte justement du soin qu'elle a mis dans l'aménagement de bureau, c'est-à-dire à quel point elle invite les collaborateurs à se reposer, à se détendre, à prendre soin d'eux, à quel point aussi il y a des positions de travail flexibles, ce qui va signifier qu'on est assez libre dans l'organisation de travail, donc on peut télétravailler sans être jugé et on peut changer de posture au cours d'une journée. Et donc ça vous dit quelque chose sur l'équilibre vie professionnelle que l'entreprise pourrait éventuellement proposer. Et bien sûr aussi sur le côté environnemental ou social. Est-ce que on peut voir, est-ce qu'on a du mobilier de seconde main? Est-ce que on a du gadget un peu made in China ou pas trop? Et aussi, est-ce que on a utilisé de l'écriture inclusive pour la signalétique? C'est vrai que les salariés, enfin les gens vont être en quête de sens, vont pouvoir à travers les bureaux quand même détecter quelque chose, la sincérité de l'entreprise par rapport à ses engagements. Et vous, par exemple, comment sont vos bureaux? Alors, c'est ma question préférée du moment parce que nous venons de déménager. Nous avons déménagé cette Félicitations! semaine. On va annoncer bientôt une grande inauguration. Ah génial! Donc là, en ce moment, comment ils sont? Alors, ils sont un peu vides parce qu'on n'a pas fini. Mais blague à part de plus, on vient de... Là, on a pris un très grand lieu dans le centre de Paris. Mmh. Déjà, nos bureaux, ils ont une particularité, c'est qu'ils ont un atelier parce que dans l'équipe, on a des profils techniques que nous on appelle bricoleurs. C'est un terme qui peut faire sourire, mais c'est le seul terme qu'on a trouvé pour exprimer leur polyvalence. Donc, on a un atelier D'accord. avec de la menuiserie, du métal. C'est une première spécificité de nos bureaux. Il fait vraiment partie, du bureau Oui, ou est-ce qu'il est dans une salle un peu loin pour non, pas faire trop de non, bruit? ils sont au rez-de-chaussée, ainsi que l'accueil d'ailleurs, et d'autres pièces. Et les bureaux sont au premier étage et on travaille bien sûr sur l'isolation acoustique. Après, les bricoleurs sont aussi beaucoup sur les chantiers. Donc, c'est OK. pas à 100% du temps où il y a du bruit à l'atelier, mais parce qu'on a une culture très orale et très visuelle, on va dire. Donc, c'est important que les bricoleurs, qui par ailleurs ne peuvent pas télétravailler, soient Oui. proches, puissent croiser tout le temps les chefs de projet et aussi les fonctions support. Enfin, en tout cas, Mmh. nous, on aime ça. Ça, c'est la première spécificité. Ensuite, c'est un bureau qui n'a pas de porte. Alors, pas assez, on en rajoute un peu quand même, mais c'est très ouvert, c'est très flexible. On est vraiment ultra flex. C'est-à-dire que nous, on change de posture au cours d'une même journée. C'est pas une volonté importante, mais ce qui se passe, c'est que les chefs de projet vont très souvent chez leurs clients ou sur le chantier. Donc, c'est très rare d'avoir une journée complète au bureau. Donc, et aussi, on travaille en binôme et les binômes changent. Donc, le matin, je peux travailler avec une collègue pour préparer un plan ou une proposition de mobilier. Ensuite, je vais voir un client, je reviens, je travaille avec quelqu'un d'autre ou je travaille toute seule. Et du coup, on bouge tout le temps. Donc, c'est pour ça que c'est très ouvert. Euh, on a voulu, dans ce nouveau bureau qu'on est en train d'aménager, essayer de se projeter dans le futur, c'est-à-dire à quoi va ressembler le bureau plus tard. Donc, il n'y a pas beaucoup de postes de travail et il y a beaucoup d'espaces autres. Donc, évidemment, nous, on a un énorme espace, espace équipe, parce que c'est le lieu où le cœur de l'entreprise, où on peut travailler, faire des fêtes. Mais on a aussi essayé de faire une grande place à des espaces hybrides. Donc là, on a
alors, ils ont une petite salle de sport, une petite salle de sieste. Mais on essaye aussi de créer un grand espace hybride qui, pour l'instant, est assez vide, mais qui est un espace de créativité. On aimerait bien installer un piano, je sais même pas comment on appelle ça, un tourneur pour faire de la poterie, Ah, ce genre de choses pour booster la créativité. On pense que ça pourrait marcher. Donc, en tout cas, d'avoir un grand espace pour tester des nouvelles choses qu'on peut faire au bureau et qui vont être inspirantes ou relaxantes si besoin. d'accord. Je profite de ça. On va aller un petit peu plus loin. Je vais revenir sur le piano et je ne sais pas comment ça s'appelle non plus, mais pour faire de la Bon, ben, poterie. oui. On va revenir dessus, mais d'abord, je me dis que ça peut être sympa de faire une petite prise de hauteur, un peu remettre tout ça en perspective, parce que la place du bureau dans nos quotidiens a énormément évolué en quelques siècles. Au 19e siècle, les bureaux étaient standardisés, complètement impersonnels, et souvent dans des espaces très ouverts pour faciliter le contrôle. Au 20e siècle, on est plus dans une personnalisation, une appropriation de son lieu de travail, mais ça se traduit par une photo sur son bureau, quoi. Ça reste voilà, ce genre de choses. Et puis, au 21e siècle, c'est le siècle du bureau cocon. C'est marrant parce que toi-même, tu utilisais ce terme tout à l'heure, le bureau cocon. On doit se sentir au travail comme à la maison, donc on installe des espaces de cuisine, des espaces de jeu, de détente, tout ce que tu nous disais là. Sauf que, depuis la crise sanitaire, il y a quand même un changement de taille qui est le télétravail, le flex office, la semaine de 4 jours. Est-ce que tous ces changements-là, qui sont des changements très profonds, est-ce que ça change notre rapport au bureau et donc forcément son aménagement? Alors oui, tout à fait. Merci déjà d'avoir rappelé que le bureau est en perpétuelle évolution et que ça a beaucoup changé au cours du temps et c'est très Mmh. intéressant. Est-ce que c'était mieux avant? Est-ce que ça va être mieux demain? En vrai, on ne sait pas trop, Mmh. mais c'est pas grave, ça bouge. Hem, alors, il se trouve que Yemanja a été créé il y a 7 ans, heu et que nos premiers clients par, notre historique ont été des startups. Oui. Donc nous, on a été très tôt avec des clients qui ont un management par la confiance, qui sont super, ouverts sur les sujets de bien-être au travail et qui sont très agiles. Et je trouve que la crise sanitaire a été un accélérateur pour que toutes les entreprises rejoignent ce mouvement, on va dire, de la confiance, du bien-être et de l'agilité. Encore plus fortement pour des entreprises, qui ont un management traditionnel et du coup des bureaux, assez, classiques, un peu comme ce que tu as décrit. Et après le grand confinement et ceux qui ont suivi, je dirais que 100 des entreprises se sont posé la question de leur bureau. À quoi sert le bureau? Qu'est-ce qu'on y fait? Et en plus, soit ils se disent: «Bon, c'est génial parce que j'ai 3 000 m², si ça se trouve, je vais pouvoir en louer que 1 000, c'est une économie énorme». Ou alors ils se disent: «Ouh là, il y a 2 personnes dans un open space de 50, c'est vraiment trop triste, il faut absolument qu'on trouve une solution». Avec des directions d'entreprise qui ont, aimé, le télétravail et d'autres qui ont des managers qui sont un peu tristes avec ça. Donc en tout cas, tout le monde s'est posé cette question et on peut dire que la qualité d'aménagement du bureau joue un rôle énorme dans le retour au bureau, qu'on le souhaite ou qu'on le souhaite moins, enfin, mais en tout cas, ça joue un rôle direct. Et du coup, l'idée que le bureau est un endroit où on peut, aussi, se sentir bien, se détendre est devenue plus universelle et parfois un peu une nécessité si en tout cas vous êtes dans une dynamique où vous avez envie que les collaborateurs viennent plus au travail. Il faut qu'il y ait une raison de venir au bureau. Aujourd'hui, vous pouvez tout faire en télétravail. Alors, c'est pas vrai, il y a plein de métiers où c'est pas possible, mais pour ceux qui le peuvent, pourquoi venir au bureau? Alors moi, j'ai plein d'idées. Personnellement, j'ai besoin d'interaction sociale, j'ai besoin de voir mes collègues. Mais pour ceux qui sont bien chez eux, pourquoi ils viendraient? Et du coup, il faut qu'ils trouvent quelque chose qu'ils ne vont pas trouver chez eux. Et du coup, par rapport au cocon comme à la maison, moi, je suis pas toujours. Enfin, je pense que c'est pas le cas dans toutes les entreprises. Et parfois, il peut y avoir besoin de quelque chose de rassurant. Par exemple, si on va passer une équipe en open space et encore plus en flex office
Donc ça peut faire peur Mmh. parce que vous perdez un peu un certain nombre de repères. C'est important que par ailleurs, il y ait un aménagement qui soit un peu cocon, un peu doux. Euh, mais parfois, on ne vient pas chercher ce qu'on a à la maison. On a le calme à la maison, on a la concentration à la maison et on vient au bureau précisément pour l'interaction, pour déjeuner tous ensemble. Et donc oui, ça a beaucoup changé. Ouais, c'est intéressant de le voir comme ça aussi, en effet. C'est pas forcément le bureau qui essaie de se substituer un petit peu à la maison et du coup, certains heu, pessimistes pourraient dire, c'est un moyen de garder le collaborateur le plus longtemps possible au travail. C'est pas que ça, c'est vraiment un lieu d'interaction, quoi. Oui, et puis aussi de créativité. Alors, c'est très personnel. Moi, je trouve que le télétravail a beaucoup de défauts. On n'a pas tous la même vision de ce sujet. Ce qu'on peut dire de manière un peu certaine, je pense, c'est que pour la créativité, justement, être bien baigné dans la culture d'entreprise, on va dire ramer tous dans le même sens, pour être alignés, pour comprendre aussi les difficultés des équipes avec lesquelles on collabore. Euh, je pense que le présentiel au bureau peut être un outil intéressant Mmh. à Bénin. Ça nous amène assez naturellement vers, la culture d'entreprise chez Yemanja. Vous êtes une entreprise libérée depuis votre création, en fait. Bon, entreprise libérée, on en voit beaucoup. Chacune, finalement, est assez différente, assez unique. Vous, si j'ai bien compris, ça se traduit par une transparence totale des salaires et aussi des congés illimités. Est-ce qu'il y a que ça? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont importantes? Ce seraient lesquelles? Et puis, on va parler aussi des congés illimités. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, oui, il y a beaucoup de choses à dire. Pour moi, la culture Diemanja ne pourrait pas être réduite au sujet entreprise libérée. Et c'est deux sujets qui sont liés, mais qui ne sont pas strictement les mêmes. Euh, pour répondre à la question sur l'entreprise libérée, est-ce qu'il y a autre chose que la transparence des salaires et les congés illimités? Oui, bien sûr. Euh, le point de départ, je dirais, entre notre culture et notre fonctionnement d'entreprise libérée, c'est la confiance. L'idée générale, par un petit peu de simplification, c'est que tous les humains sont bons, naturellement, et dotés d'un talent. Que de ce point de vue-là, c'est pas la peine de les contrôler, de vérifier ce qu'ils font, puisque naturellement, chacun va essayer de faire de son mieux. Et en plus de ça, si on les laisse libres d'agir, les humains vont prendre leurs responsabilités et donner beaucoup et pouvoir exprimer leur talent. Donc ça, c'est la base, je dirais, et de notre culture et du fonctionnement libéral. Et après, donc, pour le fonctionnement entreprise libérale, ça signifie qu'il y a une très grande liberté, une très grande autonomie dans le travail. Donc, c'est-à-dire que quand il y a un binôme de chefs de projet, puis après un binôme de bricoleurs qui vont chez un client, il n'y a personne chez Yemanja qui va vérifier la qualité graphique des propositions, la pertinence du budget, et on est dans un système d'entraide, c'est-à-dire euh, on sait qu'on a le droit à l'erreur. Je dirais même qu'on est obligé de dire j'ai fait une bêtise, j'ai demande de l'aide. Et donc beaucoup d'entraide. Et en fait, ça rend nos clients ultra contents parce que ils ont en face d'eux des personnes qui sont à fond en fait pour satisfaire leurs clients. Et donc bah oui, on va chez le client, on présente un plan, on présente du mobilier. Si ça lui plaît pas, il faut recommencer. C'est urgent. Il y a toujours un timing serré pour les bureaux. Et donc, il faut être à fond et de pas avoir un directeur artistique qui dit ah, moi, je trouve que ton rideau ne va pas bien avec ton canapé. Pardon pour les directeurs artistiques, je simplifie un petit peu. Ça oblige aussi voilà, à utiliser tout son cerveau, à écouter son client pleinement. Alors évidemment, on a quand même une méthodologie. On fait un grand temps de formation des chefs de projet avant de les libérer, je dirais, en face d'un client. Mais l'entreprise libérée, c'est ça, c'est que vous allez avoir une grande autonomie dans votre travail et dans la prise de décision. Et si vous êtes face au client qui a un problème, il dit là, tu as mis ce papier peint, je déteste, vous pouvez décider tout seul en 30 secondes. Écoute, client, t'exagères parce qu'on a validé ensemble. En plus, tu m'as tout négocié, je peux rien faire pour toi.
ou bien, OK, t'as raison, c'est moche, je recommence, c'est gratuit. Et ça, ils font toujours, il n'y a pas de mauvaise décision, ils vont toujours prendre la bonne décision. Voilà, donc ça, c'est vraiment l'autre, je dirais, le versant le plus important dans le fonctionnement d'entreprise libérée. Après, sur les aspects pratiques dont tu as parlé, oui, ça veut dire qu'on est libre dans l'organisation de son temps de travail, donc dans le télétravail et dans les horaires, et aussi dans la prise de congé. Franchement, c'est un sujet à la fois très facile, parce qu'il suffit de... Il n'y a rien à faire, c'est très simple, tout le monde s'organise. Alors, quand même vérifier que il n'y a pas des gens qui prendraient pas de congé. Le mythe selon lequel on ferait ça dans l'espoir que les gens prennent moins de congés est faux chez nous. Les gens prennent beaucoup de congés, ils travaillent beaucoup, ils ont des journées intenses, ils ont du stress, mais ils prennent beaucoup de congés. Par contre, oui, j'ai des gens qui prennent plus de semaines que d'autres. Et aujourd'hui, on est 30 collaborateurs et on réfléchit à comment on fait pour dire, alors écoute, là, on est payé le même prix, toi, tu as pris 9 semaines de vacances, moi, j'en ai pris 6. Soit je suis OK parce que tout le reste du temps, c'est vrai que tu donnes beaucoup, ou je sais que tu as 3 enfants, ou je sais pas, c'est pas un sujet. Ou alors là, j'ai une difficulté, il faut qu'on en parle. Et donc, bah, bon, c'est intéressant, mais en tout cas, oui, l'idée, c'est que ce soit illimité. Dans le quotidien, c'est une évidence. C'est un rendez-vous chez le médecin, ce genre de choses du quotidien. Votre enfant est malade, vous devez vite partir. Bon, ça, il n'y a pas de sujet, c'est génial. Euh, et voilà, sur les congés d'été, on se dit, est-ce que si je commence à prendre 5 semaines d'été, ça pénalise quand même énormément la gestion de projet. Comment? Congé illimité, c'est des congés sans solde. Non, non, pardon, c'est des congés payés illimités. Ah oui, dis donc, oui, c'est un gros détail. Oui, non, 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 non. Bah, en fait, ça part de l'idée que chacun va s'organiser au mieux pour ses projets, pour son client, pour son binôme, parce qu'on traite toujours en binôme. Et donc, en gros, si j'ai un projet à rendre, je sais pas, je travaille pour Superprof, ça viendrait pas à l'idée des chefs de projet de prendre des vacances 3 semaines avant la date Oui, d'emménagement. évidemment, on le fait en bonne intelligence. Ou alors, si je dois me marier à ce moment-là, j'en parle à mes collègues, à mon client, on trouve des solutions. Et à partir de ce moment-là, il n'y a pas vraiment de raison de compter les jours de congé. Mm. C'est ça l'idée générale. C'est que tout le monde est impliqué, tout le monde donne le maximum. Il y a une régulation par le groupe. Si, je sais pas, il y a 10 bricoleurs, bah, si quelqu'un a envie de partir 2 mois pour aller faire le tour de l'Europe, il faut qu'il en parle à ses collègues et qu'il assume, qu'il Oui, oui, soit d'accord. en fait, ce que tu dis, c'est très juste. C'est régulation par le groupe. C'est Oui, de façon sensée, quoi. oui. Mais en effet, ça doit être un sacré engagement de la part de l'entreprise d'offrir ça. Oui, alors ça, comme je disais, c'est la partie facile parce que nous, il suffit de ne pas s'en occuper. Enfin, c'est assez facile hein, de dire, bon, bah, faites comme vous voulez. Mm. Là, parfois, les collaborateurs qui arrivent, les nouveaux, ils disent, ah, j'aimerais bien m'absenter la semaine du 14 juillet. Je dis, oui, pourquoi tu me dis ça à moi? Non, mais je voulais savoir si je peux. Oui, alors il faut pas du tout voir ça avec moi. Tu travailles sur quoi? Est-ce que c'est compatible et tout ça? C'est avec tes Et collègues. Mm. après, donc ça, c'est assez facile à mettre en œuvre. Par contre, ce qui est plus difficile et sur quoi il faut être plus vigilant, c'est que la parole reste libre. C'est comment j'ose dire à mon collègue, écoute là, tu es parti, moi je suis restée tout seul, c'était l'enfer, je suis pas content. Oui. En bienveillance, tiens, ça oui, c'est un grand travail de l'entreprise d'essayer que ça perdure dans un bon état d'esprit, qu'il n'y ait pas un groupe qui dit ah bah t'as vu elle a pris 2 mois cet été, c'est n'importe quoi. Complètement. Mm. Ça, oui, là l'entreprise doit De donner toute une conduite. façon, comme dans toute entreprise libérée, il y a la nécessité d'un cadre. Si le cadre n'est pas imposé par une certaine hiérarchie ou des règles précises, il va être créé par la communauté en dessous, quoi. Oui. Alors la hiérarchie, c'est vraiment un mot chez nous qui est ultra. Enfin, Forbidden. quand on me dit là Marie, j'ai l'impression que tu es en train de faire la hiérarchie, ça veut dire vraiment là, ça va pas du tout. Mais oui, c'est très juste. La notion du cadre et on a grandi.
Au début, c'est très facile. Vous êtes 3, 4, 10, 12, le Oui. cadre, 15. Là, on est 30. Et qui écrit le cadre? Qui décide le cadre? Comment on le communique? Qu'est-ce qu'on fait quand il n'est pas respecté? On est en plein dans ce Oui, c'est sujet passionnant. passionnant. Dans tous les cas, c'est de l'apprentissage, en fait. Oui, De toute façon, dans les entreprises libérées, comme je pense dans nombre d'entreprises, c'est difficile de ne pas bouger en fonction des collaborateurs, en fonction du temps aussi, enfin, de l'époque. Je veux dire, il faut oui, s'adapter à une crise sanitaire, il faut s'adapter oui, à la génération Z qui a une autre manière de voir le travail. Enfin, oui, on est obligé de s'adapter. Et c'est là qu'on dit aussi l'entreprise est un être vivant, entre guillemets. oui, tout à fait. Et puis on constate des bêtises, des erreurs. C'est-à-dire qu'on disait qu'on recrutait à l'unanimité. Bah, c'est juste pas possible physiquement aujourd'hui. Et du coup, bah, on a une discussion. OK, bah, qui décide? Donc oui, on est obligé d'évoluer. On arrive bientôt à la fin de ce podcast, mais rapidement, je voulais parler de la notion du temps qui est très importante dans ce que tu disais. Tu dis, il y a toujours un timing serré pour les bureaux, pour l'aménagement des bureaux. Et d'un autre côté, le collaborateur, le chef de projet, gère son temps et il a une salle pour faire du piano ou pour faire de la poterie. Ce temps-là, il est sur le temps de travail. Alors, ça veut peut-être dire qu'il finira plus tard ou plus tôt ou je sais pas. Comment gérer la gestion du temps tout en confiance? C'est un sujet difficile. Alors oui, c'est marrant que tu me poses cette question parce que c'est mon plus grand problème dans la vie, la gestion de mon temps à moi. Mais, mais À par tous, contre, à tous. en tant que chef de projet, on va dire chez Lemondja, quand je dis que le timing est serré, c'est que quand un client déménage, sa date, elle est Mmh, figée. Il a un oui. bail, il a dénoncé, il a un déménageur, on ne peut pas repousser du tout. Donc les gens disent, ah, les travaux, c'est toujours en retard. Non, nous, nos clients, ils déménagent à la date qui était prévue. Alors parfois, il y a encore de la poussière et il manque des trucs. Mmh. C'est pas bien, on essaie d'éviter. Mais on a une deadline qui est incontournable. Plus que gérer le temps, ce qui est difficile pour un chef de projet, c'est gérer la pression. Parce que justement, le client est très stressé. C'est beaucoup d'argent et beaucoup d'enjeux RH. Et donc, le client, il communique son stress au chef de projet. Mmh. On n'a pas encore parlé du système d'alarme. Tu avais dit que la peinture serait finie jeudi. On est vendredi, c'est pas fini. Voilà. Donc, les jeunes chefs de projet qui arrivent, d'autant qu'on recrute beaucoup d'architectes d'intérieur qui ne sont pas forcément formés à la gestion de projet, bah, eux, leur réflexe, c'est je bosse, je vais répondre à toutes ces questions et puis je vais revenir samedi, je vais passer sur le chantier dimanche. Quand on s'aperçoit de ça, donc ça, c'est notre vigilance, parce qu'on s'en aperçoit pas forcément, je dis non, ça, tu fais pas. Oui, mais la livraison, à l'arrivée, samedi, je voulais être là. C'est génial, mais là, tu vas t'épuiser et tu pourras plus gérer. Donc en fait, c'est de prendre le bon niveau d'implication dans le projet et la bonne hauteur pour le stress. Ça, c'est très difficile. Et d'ailleurs, on commence à lancer des formations, du coaching précisément sur ce point, parce qu'un chef de projet qui est épuisé et stressé, il va faire que d'angoisser son client. Okay, bon, le cercle vicieux de l'angoisse se met en place. Et il faut dire les mauvaises nouvelles au client. Je t'appelle, j'ai une super mauvaise nouvelle, les postes de travail, ils sont pas là. OK. Donc ça, c'est très grave. On respire parce que bon. Voilà. Donc voilà ce que je te propose. Soit des tables d'appoint, soit le premier jour, bah, on décale, vous restez tous en télétravail. Voilà. Et il faut être serein, il faut être en forme en fait pour gérer la situation. Du coup, le rapport au temps est très personnel. Les gens vont pas tous travailler à la même vitesse. J'ai des chefs de projet, c'est des machines. Ils s'assiedent, 9h, 11h, ils ont résolu 50 problèmes. Il y en a, ils vont être dans quelque chose, un rythme très différent. Ils ont besoin de prendre du recul, de tester plusieurs hypothèses, voilà, de mettre en ordre un certain nombre d'idées en allant prendre un café et en allant faire un petit truc de piano. Et après, ils ont l'idée géniale. Donc, euh, et pour moi, qui suis dans la catégorie des gens efficaces, c'est un travail d'accepter que tout Mais le monde n'a oui, pas le même bien rythme. sûr. Et au début, il y a des chefs de projet qui m'ont dit, mais moi, Marie, si tu me demandes de sortir le mobilier de 20 salles de réunion en 2 heures, ça m'intéresse pas. Et je dis, OK. Et c'est des gens pleins de talents vraiment que je trouve super géniaux, tous les clients les avoir. Donc, je dis, OK, là, je prends du recul, tu gères comme tu veux ton temps. Et,
Sur le piano, la poterie, c'est avoir. En fait, quand vous avez votre cours de yoga à 18h, globalement, vous arrivez à vous organiser pour finir à 18h. Alors, c'est facile à Mm. dire. Moi, ça m'énerve quand les gens ils me disent Marie, c'est ta décision de rentrer tôt ou tard chez toi. Et je dis mais non, je veux, mais j'y arrive pas. Mais c'est quand même l'idée. Donc, d'arriver à se libérer ce temps pour Mais respirer. c'est vraiment intéressant Et en fait, parce que c'est tout le rapport au travail qui change. Est-ce que rester assis de 8h à 20h en allant aux toilettes 2 fois par jour à tout péter, est-ce que c'est ça être productif? Ou est-ce que c'est aussi réussir à se faire une grosse balade parce qu'on a ouais, besoin de réfléchir et que marcher c'est génial pour ça? oui. Mais ça demande de la confiance, c'est pas facile. Oui, et c'est encore plus important de faire ce chemin-là. Effectivement, c'est toi qui es la génération Z. On en est à Y ici, je pense. Z, c'est des enfants à moi. Et oui, ça passera pas de leur dire bah, tu fais quoi, où est le compte rendu, ça va falloir Il va inventer falloir autre chose. apprendre, Oui, s'adapter oui, encore une fois. c'est ça. Bon, merci beaucoup Marie. On arrive vraiment là à la fin de ce podcast. Merci de nous avoir partagé cette vision, la mission de Yemanja et puis aussi comment est-ce que vous l'appliquez à vous-même avec, comme tu le disais, les questions que vous vous posez et parce qu'on passe son temps à apprendre. C'était un petit peu la conclusion de notre échange. Comme tu le sais, il y a une petite tradition à la fin de ce podcast, c'est l'invité me partage une citation, une anecdote, une histoire qui l'inspire au quotidien. Est-ce que tu as quelque chose pour nous? Oui, c'est quelque chose qui est écrit dans nos bureaux depuis qu'on a des bureaux, depuis un certain temps. C'est du portugais, du brésilien, donc je le prononce mal, mais ça dit mais amor, por favor. On comprend à peu près ce que ça veut dire normalement. En fait, Iemanjá est brésilienne. C'est une déesse Oui, déesse de la très mer. puissante. J'ai vu. Exactement. Voilà. C'est la mère de tous les dieux et la déesse de la mer. Et les gens au Brésil se tournent vers elle quand ils ont des problèmes et elle aide tout le monde. Bon, c'est un nom qui est arrivé chez nous un peu par hasard, qui a pris du sens. Et un jour, un de nos premiers chefs de projet nous rapporte, je pense, du Brésil, une affiche géante avec écrit juste Mais amor, por favor, qui est un peu un slogan légèrement révolutionnaire à Rio de Janeiro. Et en fait, nous, ça nous va bien parce que on peut être stressé, on peut faire des bêtises. Le plus important, ça va être quand même de s'amuser. Je pourrais dire de s'aimer, bon, c'est un petit peu fort. Et on cultive beaucoup l'amour du client, l'amour des problèmes. Voilà. La bienveillance, en fait. Oui. Et l'argent n'est pas le sujet. Le sujet, c'est vraiment de donner de l'amour, d'en recevoir, et après, tout devrait bien se passer. Très jolie conclusion. Merci beaucoup, Marie. Avec plaisir, merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Ce podcast vous a plu? Partagez-le autour de vous et abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. Au fait, vous connaissez Natif? Chez Natif, nous mettons la culture de l'écoute au cœur de vos projets. Avec l'audio, on va raconter votre histoire, engager vos collaborateurs et pourquoi pas challenger votre newsletter. Bref, le champ des possibles est dingue. On va révolutionner votre com interne. Rendez-vous sur natifpodcast.fr.